Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Vous êtes ministre chargée de la citoyenneté et vous coordonnez l'accueil des réfugiés ukrainiens en France au nom du gouvernement français. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la France est prête à accueillir 100 000, peut-être encore davantage, réfugiés ukrainiens? Merci de m'avoir invité. D'abord, écoutez, oui, c'est le travail que nous sommes en train de mener à la demande du président de la République. L'ensemble des ministères, des services de l'État sont mobilisés, avec d'ailleurs les associations et même les citoyens, puisqu'il y a un vrai élan de générosité de la part des Français pour se mobiliser, se mettre en ordre de bataille, pour être en capacité d'accueillir autant de personnes que celles qui vont arriver d'Ukraine, Oui. effectivement. Il n'y a pas de limite à cet accueil, de capacité d'accueil? Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que ce sont surtout les pays frontaliers qui sont sollicités. La Pologne, par exemple, la Moldavie. Nous allons accueillir 2500 personnes, par exemple, qui sont en ce moment en Moldavie, qui viennent d'Ukraine, pour les accueillir en France, pour, entre guillemets, desserrer la pression qui pèse sur ces pays. Nous, c'est vrai que nous allons... notre devoir, le devoir de la France, c'est de se mettre en conformité avec l'asile, le grand principe, le beau principe de l'asile. C'est un des principes fondateurs de l'Europe. Oui. Il est d'ailleurs dans notre préambule de notre Constitution de 1946. C'est un asile provisoire. Alors, c'est un statut particulier, mais l'esprit est le même, c'est l'esprit de l'accueil de réfugiés de guerre. Et donc, nous avons effectivement, sur proposition du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, nous avons au niveau européen obtenu un statut de protection temporaire qui leur permet d'avoir immédiatement la protection. Vous savez que pour l'asile, il y a quelques mois de délai entre la demande et la réponse, d'une part. D'autre part, comme vous le savez, quand vous avez un statut de réfugié stricto sensu au regard de la loi et du droit international, vous ne pouvez plus retourner dans votre pays d'origine parce qu'on considère que vous y êtes menacé. Or, avec le statut de protection temporaire, les personnes qui viennent d'Ukraine pourront, le jour où la guerre sera terminée, retourner en Ukraine si elles le souhaitent. Et c'est ce que beaucoup d'entre elles nous disent. J'ai fait de nombreux déplacements, encore il y a 2 jours, avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur auprès de familles ukrainiennes dans le Maine-et-Loire. Et toutes les familles nous disent « Merci de nous accueillir. Dès que ce sera possible, nous voudrons retourner dans notre patrie avec nos familles et retrouver nos maisons. » Alors quand vous dites, Madame la Ministre, quand la guerre sera finie, mais personne ne sait quand cette guerre sera finie. Ça peut durer très très longtemps. Absolument, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se prépare à avoir un accueil long. Mais vous savez, des gens qui fuient la guerre et qui ont laissé derrière eux leur maison, leur travail, leurs proches, leurs maris, souvent les hommes sont restés là-bas, leurs pères, etc. C'est pas à nous de leur dire vous êtes peut-être là pour longtemps. Et donc les personnes arrivent et nous disent on veut repartir dès que possible. Bien évidemment, on les soutient et on fait en sorte qu'elles puissent être hébergées, qu'elles puissent aussi être accompagnées, que les enfants puissent aller à l'école, et puis dans un deuxième temps, que celles qui le souhaitent puissent travailler, parce que cette protection temporaire, elle ouvre le droit au travail également. Oui, ça veut dire qu'il y a une coordination gouvernementale avec le ministère de l'Éducation nationale, avec peut-être le ministère de la Santé, parce qu'il y a des problèmes de vaccins, il y a des problèmes... Ça met en cause beaucoup de choses. Absolument, il y a une coordination. À la demande du président de la République et du Premier ministre, nous avons ouvert avec Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur la cellule interministérielle de crise qui réunit l'ensemble des ministères concernés. Vous avez mentionné la santé, l'éducation nationale, mais aussi par exemple la protection de l'enfance. Nous allons avoir un comité de protection des enfants isolés, par exemple, qui arrive, mais aussi la ministre du Travail, avec laquelle nous avons lancé justement un travail commun pour faire en sorte de faciliter l'accès à l'emploi de ces personnes qui arrivent d'Ukraine. Elles vont toucher une petite allocation qui est l'ADA, l'allocation de demandeur d'asile, mais qui est vraiment d'un petit montant et qui permet de subvenir modestement aux besoins des enfants. Oui. Mais il faut qu'elles puissent, si elles le souhaitent, travailler et s'intégrer dans la société française pour les temps pendant lesquels ces personnes seront là. Oui, on est à quoi? 20 000 personnes pour l'instant? C'est quoi les chiffres? Oui, c'est ça. On est environ à 20 000. Vous savez, nous avons les chiffres de la police aux frontières. Et puis, ça sont les chiffres des personnes qui sont contrôlées, donc au moment où elles passent la frontière. Mais vous avez aussi des personnes qui arrivent autrement. Moi, j'étais très marquée par l'un de mes déplacements. Je suis beaucoup dans les gares, dans les aéroports, avec les associations pour les accueillir. Je veux d'ailleurs saluer le travail des associations qui est remarquable. France Terre d'Asile, France Horizon, Aurore, la Croix-Rouge, Adoma et toutes les autres qui font un travail remarquable jour et nuit avec les services de l'État, de l'OFII, de la délégation interministérielle aux réfugiés. Bref, tout le monde est sur le pont. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'étais marquée par une femme. Je lui ai demandé comment elle avait passé la frontière ukrainienne. Est-ce qu'elle avait pris un bus, un avion, un train? Et avec l'aide de la traductrice, elle m'a répondu non, à pied.
qu'elle avait passé la frontière à pied avec sa fille de 10 ans, qu'elle a porté une partie du trajet. Nous sommes face à des personnes qui ont vécu l'horreur, qui sont épuisées par les longs voyages qu'elles ont pu faire. Et donc, c'est extrêmement important de leur apporter aussi des soins, y compris des soins psychologiques face à ce qu'elles ont vécu. Oui, il y a l'État, vous le dites, il y a les particuliers, les Français qui se mobilisent. On sent quelque chose d'exceptionnel qui se passe en ce moment. Alors, il y a une plateforme, je crois, pour coordonner ça, et y compris peut-être éviter d'éventuels abus. Comment ça se passe pour ceux qui veulent aider directement les réfugiés? D'abord, moi, je veux remercier les Français et les Françaises parce qu'il y a effectivement un élan de générosité incroyable. Il y a une unanimité du pays. Les élus de tous les bords politiques sont mobilisés pour nous aider à réussir cet accueil des personnes venant d'Ukraine. Donc vraiment, je les en remercie. Et nous avons donc créé une plateforme qui s'appelle parrainage.réfugiés.info. Et sur cette plateforme, tous les citoyens qui veulent aider, par exemple donner quelques heures de cours de français, aider à faire un CV, etc., peuvent le faire avec l'intermédiation d'une association. C'est aussi l'un des intérêts de cette plateforme. On ne s'improvise pas hébergeur, on ne s'improvise pas travailleur social du jour au lendemain. C'est tout à l'honneur des familles françaises de vouloir accueillir des familles ukrainiennes chez elles. Ce n'est pas anodin d'avoir chez soi des gens qui fuient la guerre, qui sont parfois traumatisés, qui ne parlent pas forcément votre langue. Et donc ça peut se faire, et c'est pour ça qu'on a fait cette plateforme, mais ça doit se faire toujours avec l'accompagnement d'une association qui est professionnelle de cela, tant pour protéger la famille française de ce qu'elle va vivre et des personnes qui vont arriver chez elle, si elle le souhaite bien évidemment, que pour protéger les familles ukrainiennes. Je rappelle que l'immense majorité des personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants, et nous sommes très vigilants à lutter par exemple contre la traite des êtres humains ou contre les abus qui pourraient survenir. Oui. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, comme le disent certains, par rapport à l'accueil qui a pu être réservé aux Syriens, aux Afghans, etc., par rapport à ce qui est fait aujourd'hui pour les Ukrainiens. Il n'y a pas de différence de traitement. Alors d'abord, je veux dire que l'accueil des réfugiés de d'autres pays continue. L'activité de l'OFPRA se poursuit. Nous continuons à étudier bien sûr les demandes d'asile et à fournir un accueil digne aux personnes qui arrivent d'autres pays d'une part. Et d'autre part, on a parfois la mémoire courte parce que pour l'Afghanistan, la France a été plus qu'au rendez-vous, plus qu'à la hauteur sur l'accueil des réfugiés. Nous avons fait en sorte que des avions ramènent les personnes d'Afghanistan. Nous sommes allés avec les services de l'État, les associations, les accueillir à l'aéroport de la même manière que nous le faisons aujourd'hui pour les personnes qui arrivent d'Ukraine. Nous leur avons octroyé l'asile. Il n'y a eu aucun refus de demande d'asile émanant de personnes venant d'Afghanistan. Donc la France a été aussi au rendez-vous pour l'Afghanistan. La spécificité là, c'est que la guerre est en Europe, aux portes de l'Union européenne, et qu'il y a une pression également sur les pays frontaliers. Je le disais, la France préside l'Union européenne en ce moment. Donc nous, en tant que nation, nous avons une responsabilité en Europe et dans le monde face à la crise qui existe aujourd'hui. Oui, dans un débat face à Marine Le Pen, vous lui avez dit « La France accueille les gens pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont ». Oui. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que vous avez... moi, je crois que c'est dans l'histoire de la France, je le disais tout à l'heure, c'est dans le préambule de notre Constitution de 1946, nous accueillons les combattants de la liberté. Et la France, historiquement, a toujours été une terre d'asile. Et donc, je crois que c'est important que nous puissions poursuivre ce chemin. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a des maires de tous les bords politiques, y compris d'ailleurs des maires qui sont étiquetés Rassemblement national, M. Ménard ou d'autres qui sont apparentés, qui s'engagent sur cet accueil. Et c'est extrêmement important pour nous qu'on ait cette solidarité de tout le pays. Quand les Ukrainiens arrivent, ils nous disent merci. Et quand ils me disent merci, ils ne disent pas merci à travers moi, nécessairement uniquement au gouvernement. Ils disent merci à la France, parce qu'ils voient des drapeaux ukrainiens, ils voient qu'il y a des mobilisations, qu'il y a un soutien vraiment citoyen, humain du pays. Et ça compte pour eux. Oui, même si effectivement ce sujet était dans la campagne électorale, porté notamment par des candidats d'extrême droite qui insistent plus sur le côté retour qu'accueil des réfugiés. Vous l'entendez, ça? Alors, vous savez que nous sommes aujourd'hui en période de réserve électorale. Et donc, je peux vous présenter l'action de bien commun et de service public menée par les services de l'État. Je ne peux pas rentrer dans les débats de la campagne électorale, parce que je suis là en tant que ministre. Oui, mais néanmoins,
il faut que les Français votent. Alors, je sais qu'au gouvernement, vous êtes en charge justement de lutter contre l'abstention. Oui, on craint d'ailleurs que peut-être il y ait une démobilisation des électeurs qui se disent avec les sondages, les jeux sont faits en quelque sorte, qui n'aillent pas voter. Mais je crois que cette guerre, justement, elle nous montre à quel point la démocratie est un bien précieux. Vous avez des gens qui restent en Ukraine pour défendre leur pays, mais ils ne défendent pas seulement leur pays, ils défendent aussi l'Europe et ils défendent nos valeurs. Les droits des femmes, les droits des personnes LGBT+, la liberté de la presse. Et je veux penser bien sûr aux journalistes qui ont été tués dans le cadre et en marge de ce conflit. Et ils défendent aussi la démocratie. La démocratie, ça passe par le droit de vote. Et donc moi, j'ai envie de lancer un appel aujourd'hui en disant que chacun doit aller voter, quel que soit le choix de la personne et du candidat ou du programme pour lequel il ou elle souhaite voter, c'est important. Particulièrement en tant que femme, vous savez, il y a 2 générations, nous n'avions pas le droit de voter, nous les femmes. Ma grand-mère, quand elle a commencé sa vie de jeune femme, elle n'avait pas le droit de voter. Et donc je crois que c'est fondamental d'exercer ce droit, ne serait-ce que par respect pour celles et ceux qui se sont battus il y a quelques générations, et pour que nous puissions tous avoir accès à ce droit de vote et à l'élection du président de la République au suffrage universel. Nous avons lancé des campagnes pour faire en sorte que cela fonctionne. Les maires sont mobilisés partout sur le territoire. Nous avons allongé la date d'inscription sur les listes électorales. Voilà, tout ce travail commun est important. Et je crois que c'est au bénéfice de tous les candidats qu'il y ait une véritable mobilisation. Oui, alors sans entrer au-delà de la réserve, vous diriez qu'au fond, cette élection et la participation d'ailleurs au scrutin dans ce contexte de guerre, on voit par exemple le courage de cette journaliste russe qui a brandi cette pancarte. La France immédiatement a proposé son asile diplomatique. Oui, une protection consulaire ou un accueil pouvant aller jusqu'à l'asile, c'est ce qu'a dit le président de la République. Et c'est le cas pour, je le disais, tous les combattants de la liberté. Tous ceux dans le monde qui se battent pour la liberté doivent se dire qu'en France, ils peuvent être accueillis. En Europe, ils peuvent être accueillis. Je vous le disais, ça fait partie des grands principes fondateurs de l'Europe. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie des principes fondateurs de l'Union européenne. De dire que si vous êtes persécuté dans votre pays et si vous vous battez pour vos droits dans votre pays, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais je pense aussi à ces militantes féministes qui se battent dans le monde. Je pense à Nasrin Sotoudeh, par exemple, qui est emprisonnée, qui est une avocate et qui a été mise en cause pour avoir défendu le droit des femmes de déambuler tête nue, non voilée, et qui est persécutée pour cela. Eh bien, je crois que c'est fondamental de dire que l'Europe, elle accueille ces combattants de la liberté. Oui, mais au-delà, comme ministre de la citoyenneté, la laïcité, ce sont des grands sujets, au fond. La liberté, la démocratie, l'accueil, tout ça est en jeu dans une élection présidentielle, quel que soit d'ailleurs ce qui s'y passe. Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis de voir que l'accueil des réfugiés ukrainiens fait une unanimité ou quasi-unanimité dans les débats. J'en suis très heureuse parce que je pense avant tout à ces familles qui arrivent d'Ukraine. Et vous savez, il n'y a rien de pire quand vous arrivez dans un pays que de sentir que ce pays a envie de vous rejeter. Il ne souhaite pas vous accueillir. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a des bébés. J'étais hier au centre de la porte de Versailles et c'est extrêmement impressionnant de voir toutes ces personnes épuisées qui ont fui la guerre et de voir à quel point il y a très peu d'hommes parmi ces personnes. Des hommes, mais en général, ce sont des hommes âgés ou des hommes qui sont en situation de handicap. La grande majorité des hommes ukrainiens sont restés là-bas pour se battre et pour défendre leur pays. Et vous avez ici des femmes, des bébés, des nourrissons. Et c'est extrêmement touchant de voir ce centre avec quelques lits qui sont disposés, quelques centaines de lits qui sont disposés pour proposer un premier accueil, une première nuit ici avant d'être dirigés vers des hébergements. Et vous avez des lits et vous avez à intervalles réguliers parmi ces lits des lits de bébés. Et c'est extrêmement fort de penser à ces nourrissons, ces bébés qui parfois sont nés sous les bombes pendant la guerre et qui ont immédiatement traversé la frontière et qui sont arrivés ici. C'est important pour nous, la France, qu'on soit digne et qu'on accueille ces bébés également correctement et dans de bonnes conditions. Oui, Marlène Schiappa, sans parler de l'avenir, mais au fond, 5 ans de combat politique, vous avez été ministre, vous êtes occupé du droit et de l'égalité homme-femme, de la citoyenneté maintenant. C'est dur la politique, ce sont des enjeux vitaux. C'est quelque chose, comment on vit, si on peut dire, comment vous avez vécu ces 5 années?
C'est vrai que le monde politique est d'une dureté, je pense, à nul autre pareil quand on exerce son métier ou ses fonctions, mais je ne vais pas me plaindre de cela. Ce serait indécent quand on voit ce que vivent les personnes en ce moment qui fuient la guerre. Et au-delà de ça, je veux dire que pour moi, comme pour toutes les personnes qui sont nommées au gouvernement, c'est un honneur particulièrement d'être nommé, d'exercer ses responsabilités auprès du président de la République et au service du pays pendant 5 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel dans une vie. Et voilà, et on tâche de se montrer digne de cette responsabilité et de ce travail, jusqu'à la dernière heure pour être au rendez-vous des responsabilités que nous avons. C'est un mot, c'est l'engagement. Au service de valeurs. Oui, c'est un engagement, mais je veux dire, dans la période qu'on vit, il y a différentes manières de s'engager. Être en politique, c'est un engagement, et c'est un engagement pour moi qui me tient à cœur très fortement. Il y a d'autres manières de s'engager. Moi, je tire mon chapeau aux personnes qui sont engagées, par exemple, dans les grandes associations opératrices de l'État. Jour et nuit, ils et elles répondent présents. Quand on les appelle, on leur dit, voilà, il y a un car avec des réfugiés qui va arriver. Ils sont présents. Ils s'occupent de faire en sorte que les personnes ne manquent de rien, qu'il y ait des affaires pour les bébés, que les malades soient pris en charge par des médecins. Voilà, cet engagement, il est commun, qu'on soit dans une association, qu'on soit dans les services de la préfecture, parce que je veux dire qu'aujourd'hui, les services de la préfecture font un travail certes administratif, mais aussi humanitaire, social, quand ils accueillent ces personnes et qu'ils doivent leur expliquer avec l'aide d'une interprète quels sont leurs droits grâce à cette protection européenne temporaire. C'est un travail difficile, c'est des gens qui sont en première ligne, au contact de ces personnes tous les jours, pendant toute la journée et une grande partie de la nuit. Et voilà, je veux vraiment mettre le focus sur ces personnes-là aujourd'hui. Merci beaucoup Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, de la coordination de l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde. Merci beaucoup.